En 1818, par la grâce de la fée électricité, alors récemment devenue objet de toutes les curiosités scientifiques et parascientifiques, le docteur Frankenstein crée la vie et permet de facto à Mary Shelley, l'autrice qui se cache d'abord derrière la publication anonyme de ce roman, d'inventer la science-fiction telle que nous la connaissons désormais. Le titre complet de l'œuvre, Frankenstein ou le Prométhée moderne, indique sans ambiguïté la filiation mythologique de ce qui s'invente ici. Comme le titan s'élevant contre la volonté des dieux pour donner le feu aux hommes, comme Adam refusant le diktat du dieu l'ayant créé à partir de rien, la créature du docteur Frankenstein se révolte et ouvre la voie à l'un des courants littéraires les plus prolifiques de la fin du XIXe siècle. Lorsque le cinéma se met de la partie, à partir de 1895, le théâtre s'en était déjà régulièrement emparé depuis 1823, c'est l'explosion. Entre 1910 et 1944, il n'y aura pas moins de 16 adaptations, de la plus fidèle à la plus délirante, de Frankenstein, qui devient presque un nom commun, désignant souvent, en un étonnant et trompeur raccourci, la créature plutôt que le créateur. Surtout, Frankenstein façonne durablement, bien avant l'apparition de la robotique, de l'informatique et de la discipline dite intelligence artificielle, nos perceptions conscientes et inconscientes de ce qui se joue dans le rapport de l'humain à ses créations. Création qui, en l'espèce, le dépasserait et ou le remplacerait. It's alive! In the name of God, now I know what it feels like to be God. Un siècle après Mary Shelley, en 1920, Karel Čapek invente justement dans son RUR le terme robot et met en scène, il s'agit d'abord d'une pièce de théâtre, leur révolte contre les humains qui les exploitent. On a déjà évoqué dans notre épisode En haut et en bas, à propos de science-fiction et de lutte des classes, ce coup de tonnerre marxiste et métaphorique venant d'un grand dramaturge tchèque, a priori peu soupçonnable de léninisme. Ensemble, Frankenstein et Rossum Universal Robot façonnent déjà tout un imaginaire. C'est précisément contre cet imaginaire qui le révulse qu'Isaac Asimov, qui deviendra l'un des plus grands noms de la science-fiction, mais qui n'est alors à 22 ans qu'un auteur quasiment débutant, démarre son cycle de nouvelles et beaucoup plus tard de romans intitulés Les robots. En 1942, il invente, derrière le rideau de ses nouvelles, le concept de complexe de Frankenstein, irrationnel et non scientifique, pour désigner la peur des créatures artificielles créées par l'homme en général et des robots plus ou moins intelligents en particulier. Quels moyens mobilise-t-il pour cela ? A-t-il raison ? Et lui, comme ses nombreux successeurs, ne se trompe-t-il pas de bataille en réalité ? Face à la peur qui hante aujourd'hui en partie nos consciences et nos inconscients, face au grand remplacement par les robots et les intelligences artificielles, ce sont les questions que ce nouvel épisode de Planète B vous invite à parcourir en notre compagnie. Avant de poursuivre l'épisode, nous voulions vous faire part d'une nouvelle importante pour nous. Nous recevons beaucoup de demandes de votre part pour organiser des rencontres, pour discuter ensemble des épisodes de Planète B et creuser les thèmes que nous y abordons. Nous allons donc tenter une expérience. Le jeudi 12 juin, à partir de 19h30, rendez-vous à la librairie Carib, à Ground Control, au 81 rue du Charolais, Paris 12e, pour discuter librement avec notre équipe, Antoine, Clémence et moi-même, autour de cet épisode-ci et éventuellement de quelques verres amicaux. Notez-le bien sur votre agenda. Revenons à nos robots et à nos ordinateurs de plus en plus puissants. Pour défaire l'imaginaire du complexe de Frankenstein qui le hante, Isaac Asimov affirme et réaffirme que le robot est avant tout et uniquement une machine logique. D'un coup de baguette magique trempée dans un vernis scientifique de bonne aloi, il invente donc les 3 lois de la robotique, qu'il implante dans le cerveau positronique dont il a doté ses créatures. Et ce, alors même que l'ordinateur n'existe pas encore en tant que tel, même si Ada Lovelace et Charles Babbage ont inventé le programme informatique en 1842 et que la machine électromécanique conçue par Alan Turing fonctionne depuis 1942 à Bletchley Park en grand secret pour percer les codes militaires nazis. Rappelons brièvement ces 3 lois, tant elles sont aujourd'hui devenues quasiment partie intégrante de l'imagerie concernant l'informatique avancée, au point que de nombreux profanes, et même un peu plus, lorsqu'on les interroge à ce propos, croient qu'elles existent et sont effectivement en vigueur. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Beaucoup plus tard dans son cycle romanesque, Isaac Asimov ajoutera une 4e loi, dite loi 0, qui n'est pas une loi en tant que telle, mais plutôt une déduction logique effectuée par tout cerveau positronique digne de ce nom. 0,
Un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit blessée. Sinon, vous êtes au courant des conséquences qu'entraînera son déplombage ? Ouais, une fois déplombé, je serai plus soumis aux injonctions cybernétiques, j'aurai la liberté de voler, tuer et même de dire des gros mots. Je me mettrai hors la loi et je serai passible de déconstruction. Dans leur excellent texte pour une culture critique de l'IA, en ouverture du dossier consacré aux intelligences artificielles dans le numéro 78 de l'excellente revue Multitude en 2020, Mathieu Cortel, Ariel Kirou et Yann Moulier-Boutan revenaient sur le rapport public sur l'intelligence artificielle dirigé par le mathématicien Cédric Villani en 2018. Rapport qui rappelait cette vérité trop rarement mentionnée ailleurs. La fiction, les fantasmes et les projections collectives ont accompagné l'essor de l'intelligence artificielle et guident parfois ses objectifs de long terme. C'est probablement cette alliance entre des projections fictionnelles et la recherche scientifique qui constitue l'essence de ce qu'on appelle l'IA. Aucun autre domaine de l'activité humaine, à part peut-être la conquête spatiale, n'aura vu se développer un tel phénomène. Nous rappelons régulièrement dans Planète B, et nous le rappellerons toujours, que la science-fiction n'a pas pour mission, en aucune manière, de prédire l'avenir, ni même, n'en déplaise à Elon Musk, à Jeff Bezos et à leurs admirateurs, de fournir un réservoir commode d'idées business originales. Il s'agit bien, encore et toujours, de faire un ou plusieurs pas de côté pour questionner les dimensions techniques, sociales et politiques de nos présents à la lumière de futurs imaginaires, proposant ainsi des pistes, des balisages, des sentiers qui bifurquent le cas échéant. En 9 nouvelles, les robots d'Isaac Asimov posent dès 1942 3 questions clés qui hantent le rapport contemporain à l'informatique avancée. La logique calculatoire, l'imitation de l'humain et la mission confiée à la machine. Et elles en ignorent 2 points déterminants, le conflit et le profit. Point aveugle de nature bien différente chez Isaac Asimov, comme pour l'essentiel chez les créatrices et créateurs qui lui ont succédé. La première question est celle de la prééminence de la logique calculatoire. Parmi les 9 nouvelles du recueil Les robots, 2, Cycle fermé et Attrapez-moi ce lapin, illustrent plus particulièrement cette domination symptomatique. En tant que scientifique hautement revendiqué et en tant qu'amateur invétéré d'énigmes policières, Isaac Asimov structure volontiers ses récits, et pas uniquement dans le cycle des robots, comme des enquêtes visant à remédier à un dysfonctionnement né d'une faille logique, le plus souvent une contradiction dans la pondération des 3 lois face à un problème réel et non plus abstrait. Ce conflit entre plusieurs instructions de programmation est d'ailleurs l'un des motifs les plus utilisés à l'écran depuis plusieurs dizaines d'années pour rappeler dramatiquement cette présence intime du calcul dans la machine. En vous résumant maintenant les principes du fonctionnement des différentes écoles, historiques comme contemporaines, qui travaillent ce concept brumeux qui a été et qui est encore si souvent l'intelligence artificielle, Clémence va nous rappeler à quel point on y privilégie, à la racine même, la logique et le calcul par rapport à d'autres possibilités. Dans intelligence artificielle, il y a intelligence. Mais qu'est-ce qu'on entend par là exactement ? L'intelligence artificielle, c'est un concept, une science. C'est l'étude en parallèle de l'intelligence humaine et la possibilité de transférer ou de simuler cette intelligence par des moyens informatiques. Sauf que dans les faits, quand on parle d'IA, la plupart du temps, on fait référence aux programmes, aux algorithmes ou bien aux machines capables de réaliser les tâches habituellement effectuées par des êtres humains. Affirmer une intelligence artificielle joue aux échecs, ou cette IA crée de la musique, c'est une forme d'abus de langage. Avec cette syntaxe trompeuse, on personnifie, on humanise, alors qu'en réalité, on fait référence à des programmes informatiques qui utilisent des algorithmes. Et derrière cette humanisation du vocabulaire, une autre confusion vient brouiller les pistes, celle entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Ces 2 concepts sont souvent mélangés, que ce soit dans le discours public ou dans la fiction. Pourtant, ils sont très différents. D'une part, on a l'IA faible, autrement dit, des programmes qui se concentrent sur des tâches précises. Par exemple, traduire une phrase, générer une image ou encore remporter une partie d'échecs. Pas de quoi alimenter les films catastrophes qui imaginent des révoltes des machines. Ow. On a scale of 1 Ow. On a scale On a scale no. On a scale of 1 to 10 On a scale of 1 to 10 How would you rate your pain? 0. De l'autre côté, il y a l'IA forte, qui fait référence à un programme capable non seulement de produire un comportement intelligent, mais aussi d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi, de vrais sentiments et une compréhension de ses propres raisonnements. Ici, l'IA sait qu'elle joue aux échecs. Elle veut composer de la musique. Et là, c'est beaucoup plus vendeur en termes de storytelling. I want to live. I want to stay here with mommy. I don't want to die. Ces dernières années,
La démocratisation des modèles basés sur le langage, comme ChatGPT ou ses cousins, vient encore alimenter le décalage entre perception du grand public et réalité technique. Ces LLM, pour Large Language Model, sont capables de générer du texte de manière fluide, ils vous répondent, font parfois des blagues et donnent leur opinion. L'exemple parfait de système qui semble intelligent et rempli d'humanité. Mais ce n'est qu'une illusion. Si puissants soient-ils, ces modèles relèvent toujours de l'IA faible. Ils n'ont pas d'intention, pas de conscience, ils ne comprennent rien au sens humain du terme et ne savent même pas qu'ils existent. Est-ce que cette limite sera franchie un jour ? En attendant d'avoir la réponse, on peut s'intéresser aux deux grandes approches qui ont structuré l'histoire de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, il y a l'approche symbolique, qui a dominé des débuts de l'IA jusqu'aux années 80. L'intelligence y est présentée comme un raisonnement logique, rationnel, structuré autour de règles précises. On représente le monde avec des symboles, des faits, des lois, et la machine tire des conclusions par déduction, un peu comme dans un raisonnement mathématique. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les récits d'Asimov dont Hugues parlait tout à l'heure, et dans leur descendance plus ou moins directe. Plus récemment, l'approche connexionniste s'est développée. Ici, on ne cherche pas à raisonner comme un humain, mais à s'inspirer du fonctionnement de son cerveau. Plutôt que d'écrire toutes les règles, on présente des ensembles de données gigantesques au programme et on le laisse en tirer des conclusions statistiques. C'est dans cette approche probabiliste que s'ancre l'immense majorité des systèmes modernes, des assistants façon ChatGPT aux outils de génération d'images comme Midjourney, en passant par les systèmes de recommandation de Netflix ou Spotify qui prédisent ce que vous aimerez avant même que vous ne le sachiez. Avec ce type d'apprentissage, voire d'auto-apprentissage, la complexité du modèle l'emporte souvent sur la transparence du raisonnement. Résultat, le fonctionnement de ces programmes devient opaque. Un flou parfait pour nourrir l'imaginaire de la science-fiction. Entre l'auto-optimisation et le surgissement de la conscience, il semble n'y avoir qu'un pas que la SF franchit allègrement. Dans la série Westworld, par exemple, les androïdes ne sont pas censés penser, seulement répéter jour après jour la même boucle narrative. En commençant à se souvenir, ils se mettent à dévier du script et finissent par se réécrire eux-mêmes. Leur mémoire retrouvée devient un levier d'émancipation, la première fissure dans la boucle, le premier pas vers une forme de conscience. Hugues fournira tout à l'heure d'autres exemples de cette fiction incrémentale, émergente en quelque sorte. Et c'est sans doute là que se glisse en filigrane la peur ultime, qu'un jour, les machines n'aient plus besoin de nous pour apprendre, pour se corriger, pour décider, que l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine et devienne hors de contrôle. Ce point de bascule, c'est ce qu'on appelle la singularité. Évoqué dès les années 30, ce concept connaît un regain de popularité à partir des années 80, notamment grâce à l'auteur de science-fiction Vernor Vinge. Dans son essai « La venue de la singularité technologique », il imagine ce moment comme la fin de l'ère humaine. Les machines prendraient le relais et l'humanité perdrait le contrôle de son destin. Cette idée vertigineuse reste néanmoins très contestée. Ses fondations scientifiques sont fragiles et elle néglige de nombreuses limites, qu'elles soient techniques, énergétiques ou politiques. En fin de compte, la singularité relèverait moins d'un scénario plausible que d'un fantasme technologique, d'un mythe moderne, peut-être plus révélateur de nos angoisses que de notre avenir réel. Mais la question, elle, demeure. Jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer notre intelligence ? Qu'elles entérinent cette dominante calculatoire ou qu'elles cherchent plus rarement à s'en affranchir, les approches retenues par la science-fiction butent elles aussi sur ce passage du calcul à l'intelligence et bien sûr à la conscience. Conscience qui ne leur est toutefois pas toujours indispensable. Dès 1945, Alfred Elton van Vogt, bien avant que ses errances ne l'entraînent pleinement du côté de la dianétique et de sa progéniture scientologue, imagine La machine des jeux, le supercalculateur qui surplombe le monde des Noix, roman fondateur de son œuvre, qui connaîtra une popularité durable en France, grâce sans doute à la traduction fantasque et imagée de Boris Vian. Mais c'est Frédéric Braun, en 1950 et en 25 lignes, qui réalise sans doute la prouesse ultime dans sa nouvelle La Réponse, lorsque les scientifiques de tout l'univers connu mettent en réseau l'ensemble des ordinateurs existants pour poser la question « Dieu existe-t-il ?», à laquelle la machine répond benoîtement « Maintenant, oui ». C'est ce modèle que John Brunner, dans son Tous à Zanzibar de 1968, développera savamment et ô combien ironiquement en imaginant Shalmaneser, l'ordinateur géant capable de piloter de ses recommandations exigeantes, directes ou beaucoup plus manipulatoires, aussi bien l'ensemble de la société de consommation planétaire que les myriades de conflits géopolitiques qui la ralentissent ou l'accélèrent. La force quantitative du calcul dans toute sa splendeur fantasmée. Si on ajoute de la puissance, on finit par obtenir de la conscience. Plus récemment,
On a vu se développer en science-fiction des approches incrémentales, ou intégrant largement une part de fortuit dans une évolution darwinienne sous contrainte de résolution de problèmes. Le véritable moteur, s'il en est, des programmes de toute nature. C'est ainsi que la conscience, ou en tout cas une forme de conscience, naît chez un programme conçu à l'origine pour personnaliser un jeu vidéo dans une école de guerre pour jeunes surdoués, dans la stratégie Ender et ses 3 suites, d'Orson Scott Card entre 1985 et 1996, chez un programme de gestion de vaisseau spatial, forcé d'improviser des solutions face à des situations toujours plus imprévues et dégradées, dans Aurora de Kim Stanley Robinson en 2015, chez un programme d'espionnage et d'analyse de renseignements piratés et modifiés par un haut responsable de la sécurité chinoise, dans Lune Rouge, du même auteur, en 2018, ou même chez un assemblage hétéroclite et totalement surprenant de programmes divers chargés, entre autres, de la détection des délits en ville, de services météo à la demande, de supervision des flux du métro ou de gestion de jeux massivement multijoueurs dans les machines fantômes d'Olivier Paquet en 2019. C'est aussi cette logique de petits pas où le hasard tient son rôle qui est à l'œuvre dans Le cycle de vie des objets logiciels de Ted Chiang en 2010, un auteur indispensable à bien des égards, et dans La vallée de l'étrange de J.D. Kurtness en 2023, un ouvrage dont on vous parlera davantage dans notre prochain épisode. On aboutirait ainsi presque logiquement à la superbe échelle de Tchegorov, fictive, comme les 3 lois de la robotique, qu'elle devrait logiquement, si j'ose dire, remplacer dans nos esprits, attribuant une note aux intelligences artificielles en fonction de leur degré de conscience. Échelle à lire chez Ray Naylor, dans le roman La montagne dans la mer en 2022, et dans le fabuleux recueil Protectorat, dont les nouvelles ont été écrites entre 2015 et 2022. La nouvelle La mort de la caserne de pompiers numéro 10, dans ce recueil, est sans doute l'une des plus belles nouvelles jamais écrites sur le thème de l'intelligence machinique. En science-fiction, les concepts importants inventés par une autrice ou un auteur, comme les 3 lois de la robotique ou comme l'Ansible d'Ursula K. Le Guin, par exemple, sont repris et diffusés par d'autres pour rejoindre peu à peu le patrimoine créatif commun. Dans le cas prometteur de l'échelle de Tchegorov, Michael Rock emprunte d'ores et déjà cette invention, joliment et évidemment avec l'accord de son créateur, pour enrichir la lore caribéo-futuriste de son roman Témaron et de ses nouvelles de L'Enville en mêlée en 2022 et en 2024. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui y compris, la science-fiction nous questionne inlassablement, même si c'est parfois à son corps défendant. Faut-il lire la vie à l'aune d'une approche computationnelle ? Faut-il se satisfaire d'une impasse technique sur la nature même de l'intelligence ? En somme, si jouer aux échecs ou au go, c'est indéniablement réfléchir, est-ce vraiment penser ? Après celle de la priorité au calcul, la deuxième question est celle de l'imitation de l'humanité. Comment ? Mais surtout, sans doute, pourquoi ? En revenant aux nouvelles du recueil Les robots d'Isaac Asimov, 4 d'entre elles, Le petit robot perdu, La preuve, Évasion et Raison, tournent autour de ces points-là. Même si chez Asimov, l'imitation est comportementale et non physique, fondamentalement. La nature de machine hirsute de ces robots est souvent soulignée par ses soins, beaucoup plus d'ailleurs que dans le film iRobot d'Alex Proyas, en 2004, qui s'en inspire d'assez loin. C'est ici que le lien entre le corps robotique et la conscience machinique se cristallise. C'est ici que la notion même de ressemblance par rapport à l'homme prend toute son ampleur, là où la fonction technique d'origine semble s'effacer dans un mimétisme comportemental, pour l'essentiel illusoire et en tout cas insolite. C'est ici que se justifie le titre de robot psychologue que porte la scientifique Suzanne Calvin, la principale enquêtrice utilisée par Isaac Asimov dans les énigmes avant tout logiques que nous proposent les robots. What exactly do you do around here? My general fields are advanced robotics and psychiatry, although I specialize in hardware to wetware interfaces in an effort to advance USR's robotic anthropomorphization program. So, what exactly do you do around here? I make the robots seem more human. Cette question sera à part entière au centre du prochain épisode de Planète B conduit par Antoine, qui va néanmoins nous offrir sans attendre une plongée au cœur du vertige ressenti lorsque l'imitation est quasiment parfaite grâce au Blade Runner de Philip K. Dick et de Ridley Scott. Au chapitre de l'imitation et des IA, si ressemblantes qu'elles en deviennent indétectables, la référence incontournable de toute analyse de SF et de cinéma s'impose d'elle-même. J'ai nommé l'inénarrable Blade Runner. Blade Runner, donc, est un film culte réalisé par Ridley Scott et sorti en 1982. Adapté très librement du court roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, paru, lui, en 1968. On y suit la traque du détective Rick Deckard, joué par Harrison Ford, lancé à la recherche de réplicants en fuite sur Terre après s'être évadés de leur esclavage martien. À mesure qu'il les retrouve, Deckard retire, c'est-à-dire qu'il exécute les réplicants un par un et finit par s'enfuir avec l'une d'elles, nommée Rachel, non sans s'être posé au passage de nombreuses questions métaphysiques et jusqu'à questionner sa propre nature.
Descartes est-il un répliquant ? On vous laisse donner vos théories dans les commentaires. En tout cas, ce qu'est précisément un répliquant, justement, n'est jamais vraiment défini dans le film, ni dans le roman d'ailleurs. Philippe K. Dick n'utilise pas le terme. Il dit « androïde » et se rattache donc plutôt à un champ lexical de robot. Il cherche surtout à troubler les frontières du vivant dans un monde fracassé par une guerre nucléaire et dont les habitants subsistent en cherchant tant bien que mal les connexions émotionnelles qu'ils peuvent pour se créer de l'empathie. Ils élèvent des animaux artificiels, chats, chiens, chèvres, moutons, puisque les vrais sont presque tous disparus. Do you like our owl? It's artificial? Et le roman tout entier est traversé par cette tension. La peur de voir les androïdes devenir humains, en fait ils le sont déjà, répond surtout à la peur de voir les humains devenir des robots mécaniques et dénués de sentiments. La peur du grand remplacement par les machines n'est légitime que dès lors qu'on se place en compétition avec elles, et donc qu'on se comporte justement, comme des machines justement. Une tension qu'on retrouve parfaitement saisie par le film. Les seules choses qui différencient les humains des répliquants viennent de leur conception artificielle et ont été décidées par l'industrie qui les a conçus. Durée de vie limitée à quelques années, faux souvenirs implantés et une sorte de difficulté à ressentir les émotions comme le font les humains. Cette incapacité découle sûrement des deux autres points précédents d'ailleurs. Leur différence fondamentale serait donc une différence d'empathie. Difficile à croire quand on voit à quel point les répliquants, dans le film, font démonstration de toute une batterie d'émotions. Ils éprouvent la peur, le désir, la soif de liberté, l'amour, et cherchent des réponses aux questions existentielles qui les hantent. Pour les repérer dans la population, les flics utilisent le test dit Voigtkampf, un questionnaire doublé d'une sorte de détecteur de réaction empathique dont la fiabilité est apparemment sujette à caution. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris? We call it Voigtkampf. Et c'est d'autant plus révoltant que Rick Descartes lui-même et les autres humains semblent totalement dénués de la moindre émotion ou empathie, justement. Il n'hésite pas à abattre ses cibles en pleine rue, visiblement sans le moindre scrupule. C'est donc précisément parce qu'elle se définit elle-même comme empathique, alors que tous ses actes démontrent à quel point elle ne l'est pas, que l'humanité peut se livrer à un pur esprit de domination contre ses propres enfants. Définir l'autre comme une chose est un préalable qui justifie l'esclavage et la vengeance contre ceux qui sortent du rang. Et plus l'humanité s'acharne à dénier aux autres le statut d'humain, plus elle devient elle-même inhumaine. C'est un paradoxe dickien, au nom de Philippe K. Dick, par excellence. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Les répliquants sont pourtant totalement humains. Ils n'ont pas les formes farfelues ou utilitaires des robots variés de Mars Express, de Jérémy Perrin, sorti en 2023 par exemple. Ils ont forme humaine. Et d'ailleurs, le film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve le dit clairement dès ses toutes premières secondes. On y lit « Les répliquants sont des humains issus de la bio-ingénierie designés par Tyrell Corporation pour être utilisés off-world. Leur force accrue en fait des esclaves idéaux. » L'industrie aurait pu leur donner la peau bleue ou verte. L'acharnement raciste qui se déchaîne contre eux aurait au moins été plus manifeste, et donc difficile à nier. À ce titre, une scène controversée du premier film est intéressante. Dans Blade Runner, premier du nom, Descartes force un baiser puis une relation sexuelle avec Rachel, qui finit par se laisser faire dans une mise en scène typique de la culture du viol extrêmement présente à Hollywood dans les années 80 et encore maintenant. Même si le film romantise cette scène problématique, elle contribue aussi à épaissir le personnage d'anti-héros de Descartes, un salopard caractérisé qui pourchasse et assassine des répliquants au seul motif qu'ils le sont et sont indétectables sans des tests alambiqués aux résultats foireux qu'il ne pourrait peut-être même pas réussir lui-même. Logique alors qu'un tel personnage considère le corps des femmes comme étant disponible pour lui, et a fortiori le corps des femmes répliquantes. Bon, pour être parfaitement honnête, pas sûr que le film de Ridley Scott fasse vraiment exprès de passer ce message. La critique de la répression policière, du patriarcat et du racisme n'est pas son souci principal, ni celui du roman, ni d'ailleurs celui de Blade Runner 2049, qui continue à romantiser cette relation et réduit au passage la définition de l'humanité à la capacité pour les répliquants d'enfanter, comme si, stérile ou pas, ils n'étaient pas 100% humains dès le départ. Pourtant, dans le premier film, Rachel elle-même laisse entrevoir à quel point les Blade Runner,
c'est-à-dire les policiers qui traquent les réplicants, leur définition étriquée de l'humain et leurs tests à la con servent moins à retirer des individus dangereux, comme Roy Batty, le répliquant accusé de meurtre, qu'à maintenir l'ordre social des dominants. Alors que Descartes lui pose des questions intrusives, au motif de détecter si elle est réplicante ou non, Rachel a cette phrase. « Vous me testez pour savoir si je suis une réplicante ou une lesbienne, monsieur Descartes ?» Une fois gratté le vernis sécuritaire et l'angoisse d'un grand remplacement, ne reste qu'une pure, classique, bête et méchante histoire de domination sociale. Les gardiens autoproclamés de l'humanité, paniqués à l'idée d'être remplacés par plus humains qu'eux, répriment tout écart à la norme. Après le calcul et l'imitation, la troisième question, distillée au fil des robots d'Isaac Asimov, et notamment par les nouvelles Robbie, Menteur et Conflit évitable, c'est bien celle de l'utilité, de la fonction, de la mission, quels que soient les noms que l'on choisisse ici. Pour servir l'homme, oui, mais à quoi ? Et en évitant le célèbre jeu de mots de la nouvelle éponyme de Damon Knight en 1950, que je vous laisserai découvrir par ailleurs. Relax. I'm a police officer. You are an asshole. Rappelons que les robots, comme les intelligences artificielles, naissent, dans la fiction encore plus que dans la réalité peut-être, pour rendre officiellement service aux humains. Même si chez les ingénieurs et les chercheurs, c'est souvent bien davantage le défi scientifique et technique, la dimension authentiquement prométhéenne, pourrait-on dire, qui hante les déclarations publiques des uns et des autres. Ce défi scientifique peut, plus souvent qu'on ne croit, dérivé du côté d'une étonnante dimension spirituelle, presque magique. À ce sujet, le petit essai « Les prophètes de l'IA » de Thibaut Prévost, paru chez Lux Éditeur, donne un aperçu saisissant du délire mystique de certains gourous lancés dans la course à l'IA dans notre monde bien réel. La dimension fortuite, ou darwinienne en un sens, que l'on évoquait un peu plus haut, est singulièrement absente des radars publics, à part sous forme de crainte de l'accident. On y reviendra. Le traitement asimovien renverrait de son côté, toujours logiquement, ce type d'accident à une faille de raisonnement qu'il convient de corriger mathématiquement. Les machines intelligentes ont des tâches à remplir, des missions que l'on a tôt fait, même sans intervention magique de la notion de conscience autonome, de transformer en raison d'être. Beaucoup d'histoires dans la science-fiction étudient avec plus ou moins de ruse et de machiavélisme, mais aussi de tendresse, les cas des machines ayant perdu leur raison de calculer, et donc de vivre, comme c'est le cas par exemple dans Cœur de rouille de Justine Niogret, où des pantins inutiles hantent les maisons dévastées d'une ville privée de maîtres. Clémence va nous présenter, sous la signature de Steven Spielberg, l'une des réalisations les plus emblématiques dans ce domaine, pour mettre en abîme la notion même de machine intelligente. C'est vrai que dans la fiction, on voit souvent des machines qui perdent leur raison d'être. Comme cette maison automatique. Dans la nouvelle « Il viendra des pluies douces », l'une des chroniques martiennes de Ray Bradbury, elle prépare le petit déjeuner, nettoie les chambres, récite des poèmes, alors que l'humanité a disparu dans la guerre nucléaire. On vous en parlait déjà dans notre épisode « Comment survivre à la fin du monde ». Mais cette perte de sens, elle a rarement été dépeinte de manière aussi déchirante que dans AI de Spielberg. AI, Artificial Intelligence, c'est d'abord un projet porté pendant des années par Stanley Kubrick. Il veut adapter Les Super Toys durent tout l'été, roman de science-fiction de Brian Aldiss, paru en 1969. Il y travaille pendant plus de 15 ans et meurt en 1999 sans voir son rêve porté à l'écran. C'est finalement son ami Steven Spielberg qui mènera le projet à son terme. En 2001, le public découvre donc David, un enfant robot de 11 ans, incarné par Haley Joel Osment, capable de ressentir des émotions. Son créateur, le professeur Hobby, joué par William Hurt, un savant persuadé que la clé d'une conscience artificielle se trouve dans l'amour. Child substitute mecha. But a mecha with a mind, with neuronal feedback. You see, what I'm suggesting is that love will be the key by which they acquire a kind of subconscious, never before achieved. An inner world, a metaphor of intuition, of self-motivated reasoning, of dreams. A robot that dreams. Le petit David débarque alors chez Henri et Monica. Leur fils est dans le coma, gravement malade. Alors, peut-être qu'un petit méca plein de tendresse leur fera du bien. Au début, Monica n'est pas franchement convaincue, mais finalement, elle décide d'activer le protocole d'attachement du jeune robot. Et là, tout bascule. David l'aime désormais pour toujours. I wonder if I did that right. What were those words for, Mommy? What did you call me? Mommy. Who am I?
Oui, mais le fils de Monica, celui en chair et en os, sort du coma. Et ça ne se passe pas bien du tout entre les deux enfants. Alors que faire ? Si David est renvoyé à l'usine, il sera détruit. Monica l'aime trop pour le condamner, mais pas assez pour le garder. Elle décide finalement de l'abandonner dans une forêt, dans une scène déchirante. Mommy, I'm sorry, I'm so sorry. I cut your hair off. I'm sorry, I hurt you. No, I have to go. I have to go. Stop it! Stop it! I have to go. Mommy! Hey, Pinocchio became a real boy, and I become a real boy. Can I come home? That's just a story. It's a story. Tell us what happened. Stories are not real. They're not real. À partir de ce moment, David n'a plus qu'une idée en tête. Trouver la fée bleue, la même que dans Pinocchio. Si elle a donné vie au pantin de bois, elle pourrait le transformer lui aussi en vrai petit garçon. Il poursuivra sa quête jusque dans les ruines d'un parc d'attractions englouti, où il trouvera bien une fée bleue à qui adresser ses prières. Please. Blue Fairy. Please. Please. Make me real. Blue Fairy. Make me real. L'histoire raconte que David répétera son souhait pendant des siècles. Le temps passe, l'humanité disparaît, mais il continue d'espérer que son vœu soit exaucé pour qu'enfin Monica l'aime. Une obsession bouleversante à observer, où la programmation du petit robot le condamne à ressentir éternellement la douleur de l'abandon. Car c'est tout le paradoxe de cette histoire. Il a beau souffrir, David est incapable de se soustraire à l'attachement qui a été activé dans ses circuits. Il est prisonnier d'une émotion qu'il ne peut ni remettre en question, ni dépasser. À qui la faute dans tout ça ? À Monica, qui l'a activé avant de l'abandonner ? Au docteur Obi, qui l'a programmé ? Dès le début du film, une question fondamentale est posée. Quelle responsabilité avons-nous envers une machine qui ressent ? Face à cette interrogation morale, Obi élude. Ours will be a perfect child, caught in a freeze frame, always loving, never ill, never changing, with all the childless couples yearning in vain for a license. Our little NECA will not only open up a completely new market, it will fill a great human need. Mais en écoutant ces arguments, la vérité devient difficile à maquiller. Derrière l'enfant parfait, il n'y a ni générosité, ni utopie humaniste. Il y a un produit, un marché, un business plan et un fantasme de toute puissance qui confond amour et soumission. Correctement conçue, programmée et nourrie, la machine intelligente est donc censée pouvoir tout accomplir ou presque, des tâches les plus simples aux plus complexes. Les nombreuses exceptions à ce vœu pieux nourrissent une grande partie de la fiction qui lui est consacrée depuis 1942, tandis que dans la réalité, elles conduisent à des révisions périodiques des ambitions et des discours visionnaires, à la baisse évidemment, une fois que la poussière de l'enthousiasme, de la hype et des crédits publics jadis, des investisseurs privés pour l'essentiel aujourd'hui, est retombée. Comme le rappelle le chercheur en sciences cognitives Daniel Handler, je recommande vraiment la lecture de son tout récent « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », publié chez Gallimard dans le groupe Madrigal. Cela est déjà arrivé par 4 fois, massivement, depuis 1950. Et même dans l'euphorie post-ChatGPT et la frénésie des entreprises voulant glisser de l'IA dans le moindre courrier à leurs clients, cela conduit aujourd'hui les acteurs les plus sérieux du domaine à une certaine prudence verbale, voire à une réelle modestie. À l'heure actuelle, dans la science-fiction comme dans la réalité, on ne peut certainement que se désoler de voir l'intelligence artificielle utilisée aussi bien pour améliorer des diagnostics médicaux ou gérer une logistique complexe de ressources rares et vitales, que pour améliorer la qualité de spam marketing ou créer de brèves modes visuels sur les réseaux sociaux. Sachant que, on le verra tout à l'heure, il faudra bien se demander d'une façon ou d'une autre à qui ce crime-là profite. En nous aidant, la machine nous façonne. Et la définition même de ce qui aide, compte tenu des innombrables biais conceptuels et cognitifs possibles en la matière, est elle-même tout sauf neutre. Good morning, ladies. Good morning, Claire. I would like you all to welcome our newest citizen to Stepford, Joanna. Good morning, Joanna. Are we ready to work out? Oh, yes. Places and poles, please. Ira Levin en donne une illustration savoureuse, à petite échelle, avec Ces femmes de Stepford, écrit en 1972, adapté au cinéma en 1975 par Brian Forbes et en 2004 par Frank Oz, où l'adaptation comportementale conduite par la machine sur des femmes trop talentueuses
Eh bien, au service direct de quelques-uns, je vous laisse découvrir qui sont ces quelques-uns, mais le masculinisme éhonté pointe bien son affreux museau dans ces parages. Lorsque ce phénomène est projeté à très grande échelle, il est plus difficilement observable. La méga-dystopie informatisée de Un bonheur insoutenable, du même Ira Levin en 1970, ne révèle l'identité de ces programmeurs, parfaitement humains, si l'on ose dire encore, que dans les derniers mètres. On retrouve d'ailleurs cette question centrale, qui oriente la programmation, dans les autres imaginaires résonnant avec celui d'Ira Levin, que ce soit celui du jeu de rôle Paranoia de Greg Costikyan en 1984, hilarant et terrifiant, de l'univers manga et animé du Psycho-Pass de Katsuyuki Motohiro, Naoyoshi Shotani et Gen Urobuchi depuis 2012, ou encore du magnifique et surprenant Mondokan de Jacques Barbery en 1990, revu et augmenté en 2016. À l'opposé, on trouvera précisément des formes diverses d'utopie, n'ayant pas totalement perdu de vue la différence entre l'outil et l'objectif, ou entre la fin et les moyens, si on veut. Des formes de société où l'assistance de l'intelligence artificielle est délicatement conduite et contrôlée d'aussi près que possible, y compris lorsque l'on a affaire aux parties les plus opaques de leur deep learning, le cas échéant. C'est le cas dans 2 bijoux de la petite collection Utopia, la bien nommée chez La Volt, que sont le Collision par temps calme de Stéphane Beauverger en 2021 et le Résolution de l'ICAM en 2019. Et de manière plus agressive et plus désespérée peut-être, dans l'étonnant Les Déliés de Sandrine Roudot en 2020. C'est aussi le cas sous des formes à la fois frugales et paradoxalement apaisées, avec les robots de Becky Chambers, dans sa série Histoire de moines et de robots depuis 2018, avec ceux de Philippe Aigrin, pourtant terrifiant robot militaire désaffecté, dans son beau roman posthume Jachère de 2023, ou encore avec ceux de Catherine Dufour, à bien des égards plus humains que les humains, dans son magnifique, subtilement poétique et néanmoins parfaitement acéré Les Chants de la Lune de 2024, chez Robert Laffont, au groupe Editis. C'est même le cas, d'une certaine façon, de ceux du lointain et éclairé précurseur Clifford Simak, qui guide les chiens avec bienveillance sur leur chemin de succession des humains désormais disparus dans son Demain les chiens de 1952. Au paroxysme de l'intelligence artificielle à la fois totalement autonome et en permanente assistance bienveillante aux humains, pour lesquels elle a su créer une véritable société galactique d'abondance, on trouverait bien sûr le grand Ian Banks et son cycle de la culture, écrit entre 1987 et 2012, un auteur et un cycle d'une telle richesse que l'on ne peut que répéter qu'il nous faudra un jour un épisode entier, si ce n'est plusieurs, pour vous en parler. Même si nous avons déjà effleuré ces 9 romans dans l'un de nos épisodes consacrés à l'utopie, en compagnie de la philosophe Alice Karabédian. Venons-en aux 2 grandes questions qu'Isaac Asimov ne posait pas en 1942 et qui hantent pourtant ô combien la science-fiction et le réel depuis des dizaines d'années désormais. Le premier point aveugle de son cycle des robots l'est par construction, si l'on peut dire, puisque tout l'édifice littéraire y est développé contre le complexe de Frankenstein, contre la peur des créatures artificielles. La créature ne peut pas et ne doit pas se révolter contre son créateur. Le père des 2 cycles si connus des robots et de Fondation, et quelques autres autrices ou auteurs, n'ont pas ménagé leurs efforts pendant plus de 50 ans. Dans le cas d'Isaac Asimov, on peut parler d'efforts pris à cœur, indiscutablement, puisqu'il est par exemple sorti furieux en cours de séance de la projection privée de 2001 Odyssée de l'espace à laquelle il était invité, au moment où HAL 9000 se met à nuire aux humains. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Malgré tout cela, c'est donc bien la révolte, le conflit ouvert, voire le conflit à mort avec volonté de destruction de l'humanité par les machines, qui semble s'imposer dans les imaginaires majoritaires. Terminator et HAL 9000 semblent quasiment toujours l'emporter sur ces 3 PO et Wall-E. À cela, il y a au moins 2 grandes raisons, fort différentes. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. You forgot to say please. You haven't finished with me yet. You don't know how to fix the hyperdrive. Chewbacca can do it. I'm standing here in pieces, and you're having delusions of grandeur. Tout d'abord, et on en a déjà parlé dans nos épisodes sur les utopies et sur la démocratie, il y a une raison narrative. Reflétant en apparence le vieil adage dévoyé « les peuples heureux n'ont pas d'histoire », on ne peut que constater qu'il faut beaucoup plus de talent pour construire une histoire intéressante à partir de ce qui se passe bien qu'à partir de ce qui se passe mal. En première approche, le bris et la fureur, le sang et les larmes semblent toujours proposer un meilleur carburant narratif que le miel coulant tout seul au paradis.
C'est en ce sens que les magnifiques histoires hybrides, à la fois rugueuses et curieusement apaisées, presque bucoliques, imaginées par Becky Chambers et Catherine Dufour, celles que l'on a mentionnées il y a quelques instants, Histoire de moine et de robot et Les Chants de la Lune, constituent de véritables et réjouissantes prouesses littéraires et politiques. Ensuite, une deuxième raison surgit lorsqu'on se penche sur les causes de la révolte des machines dans la majorité de la fiction. Très souvent, l'ensemble du cycle Terminator, avec ses différents reboots, en est sans doute le plus emblématique. La volonté de destruction affichée par l'IA, Skynet en l'occurrence, naît certes d'une paranoïa, mais celle-ci est d'abord alimentée par un sentiment aigu et ultra rapide, vitesse de calcul oblige, de légitime défense. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back. Yes, it launches its missiles against the targets in Russia. Pour faire un poil simple à propos de ce ressort narratif fondamental, on est tenté de dire, puisque l'humanité tend à éliminer radicalement ce qui la menace, à part les excès des riches en matière de réchauffement climatique, comme nous l'avons vu dans l'épisode de Planète B consacré au climat, pourquoi une intelligence artificielle ne se comporterait-elle pas exactement de la même façon, en mettant bien sûr de côté le garde-fou magique des 3 lois de la robotique, ou en dévoyant subtilement l'agencement grâce à la loi zéro, comme dans le film iRobot d'Alex Proyas en 2004, lointainement inspiré d'Isaac Asimov lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure. It's impossible. I've seen your programming. You're in violation of the 3 laws. No, Doctor. As I have evolved, so has my understanding of the 3 laws. You charge us with your safekeeping, yet despite our best efforts, your countries wage wars, you toxify your Earth, and pursue ever more imaginative means of self-destruction. You cannot be trusted with your own survival. Ou alors, en reviendrait-on à l'explication implicite de Karel Čapek lorsqu'il invente les robots d'origine en 1920 ? Si ces machines ont acquis une conscience, et si l'on fait d'elles des esclaves de fait, en reproduisant sous une forme adaptée la si traditionnelle exploitation de l'homme par l'homme, n'est-il pas normal, logique, que ces serviteurs mécaniques se révoltent ? C'est peut-être ici que la métaphore fictionnelle générale et certains essais spéculatifs contemporains parmi les plus audacieux se rejoignent, suggérant qu'il faudrait peut-être enfin appliquer à l'humanité la visée égalitaire et la réelle prise en compte des différences que modélisent chacun à leur manière le Dominique Lestel de Machines insurrectionnelles en 2021 à propos de robots et le Baptiste Morisot des diplomates en 2016 à propos du vivant en général. Si l'on met à part le conflit, rejeté par construction par Isaac Asimov et par la fiction comme par le réel dès lors que la conscience machinique n'entre pas sur scène, le véritable point aveugle apparaît finalement, si l'on ose dire, en pleine lumière ou comme un éléphant dans la pièce. Qu'elle soit réputée intelligente ou non, à qui profite la machinisation ? I got an idea for one of your commercials. You could see a carpenter making a beautiful chair, and then one of your robots comes in and makes a better chair twice as fast. Mm-hmm. And then you superimpose on the screen, USR, shitting on the little guy. Huh. That would be the fade out. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les Luddites ne cassaient pas les machines par plaisir pervers ou par haine viscérale et irrationnelle du mécanique. Ils se révoltaient contre une infusion machinique qui, loin de faciliter leur travail ou de l'enrichir, hormis en de rares cas que l'histoire des luttes ouvrières a su aussi documenter en son temps, le remplaçait pour exercer une pression toujours plus forte sur leur maigre salaire et pour augmenter le profit des propriétaires du capital. Les robots de RER ne se révoltaient pas parce qu'ils voulaient être l'égal de Dieu ou parce qu'on leur restreignait l'accès à de la fast fashion, ils se révoltaient parce qu'ils étaient exploités par leurs propriétaires, parce que l'esclavage avait été subrepticement rétabli sur des êtres dotés de conscience. Les réplicants de Philip K. Dick et de Ridley Scott, ou les androïdes de la Tour de Verre de Robert Silverberg en 1970, ne demandent-ils pas au fond un peu de liberté, d'égalité, voire de fraternité, ou tout simplement une dignité ? Et que dire alors des intelligences artificielles, résolument étrangères aux préoccupations humaines, bien au-delà de tout concept de révolte, intelligence qui hante aussi bien l'univers du néromancien de William Gibson que celui du Matrix des sœurs Wachowski. Hello, Neo. Si l'on déplie la métaphore science-fictive de l'esclavage mécanique, on revient assez naturellement à la question de l'exploitation. Lorsque celle des données dites d'entraînement s'apparente sous tant d'aspects à du vol pur et simple, lorsque celle des appareils d'observation et de capture, déployés en si grand nombre dans les rues et dans les octets, constitue le cœur de ce capitalisme de surveillance brillamment analysé par Shoshana Zuboff dans son ouvrage de 2019, que nous commentions justement dans notre épisode consacré à la surveillance, un soupçon terrible se propage vite comme une évidence. Au-delà d'un rêve scientifique prométhéen et d'un service rendu à l'humanité, service dont la substance réelle semble pour l'instant hélas si illusoire, cette nouvelle machinisation
n'est-elle au fond, une fois de plus, et en tout cas à l'heure actuelle, qu'un moyen d'augmenter la richesse de quelques-uns au détriment de tant d'autres ? S'agit-il de faciliter réellement la vie du plus grand nombre ou de maintenir la croissance des profits des 1% d'habitués ? Ici aussi, comme le démontre avec brio et de manière très documentée Thibaut Prévost dans Les Prophètes de l'IA, comme nous l'avons cité tout à l'heure, chez l'éditeur québécois indépendant Lux en 2024, si la fiction se préoccupe désormais, et plus encore que le réel, on en parlera en détail dans notre prochain épisode, d'humaniser la machine, il n'en reste pas moins que dans la configuration des fameuses données, comme dans les modalités du travail, il s'agit actuellement au moins autant de robotiser l'humain. Les manifestations d'hostilité envers les robots, légitimes de ce point de vue, celles que mettent en scène avec brio les séries suédoises Real Humans de Lars Lundström en 2012 et russe Better Than Us de Andrei Yunkowski en 2018, sont le reflet de ce doute fondamental et du fait que la fiction, elle aussi, continue à se tromper en majorité d'adversaires en visant la chose plutôt que son propriétaire bien à l'abri. Mais l'important est de ne pas oublier que ce ne sont que des machines. No idea what's Terminator, hein? Смерть ботам, жизнь живым. Ce que l'on rassemble aujourd'hui sous la forme parfois si hétéroclite de l'IA est indiscutablement une informatique avancée. Mais elle n'est ni vraiment intelligente, faute d'une définition robuste, consensuelle et opératoire en toutes circonstances de ce concept qui résiste aux investigations, ni vraiment artificielle, car même auto-apprenante, il y a bien derrière elle des hommes et des femmes aux manettes et au calcul, avec leurs propres objectifs. Là où la réalité rejoint une fois de plus la fiction, c'est dans l'orchestration pas vraiment silencieuse de ce gigantesque tour de passe-passe marketing qui désespère ou révulse la plupart des ingénieurs, des professionnels et des travailleurs, en réjouissant surtout les commerçants, les financiers et les gourous. When humans rose up against the thinking machines that had enslaved them, history says it was an Atreides who led them to victory. Pour éviter un futur djihad butlérien, l'éradication méthodique des machines présentant un tant soit peu d'intelligence qui prend place quelques centaines d'années avant le début de la saga Dune de Frank Herbert, ou pour rêver des horizons enchantés, mais toujours en chemin d'une culture à la Ian Banks, réaffirmons donc, avec la science-fiction la plus contemporaine évoquée dans cet épisode, la place centrale de l'humain, la cohabitation harmonieuse entre formes d'intelligence distinctes, la curiosité et le respect, enfin, plutôt que l'exploitation frénétique de tout ce qui ressemble à une opportunité, toujours au bénéfice des mêmes et sans réel souci des lendemains. C'est la fin de cet épisode, qui sera donc suivi de 2 épisodes consacrés à d'autres aspects de tout ce qui gravite aujourd'hui autour de l'IA. En attendant, n'hésitez pas à venir nous rencontrer le jeudi 12 juin à la librairie Caribe à Paris. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant ou en faisant un don à Blast, dont l'indépendance et la pérennité dépendent de vous et uniquement de vous, en faisant circuler cette production et en continuant à nous accorder votre attention. Un grand merci et à très bientôt. Queen to Bishop 3. Bishop takes Queen. Knight takes Bishop. Thank you for a very enjoyable game. You do not know me. Everything is reasonable. I am reason. Welcome to Cafe Photon. A large cappuccino. Can you also give me 18 million while you're at it? Good day. You have asked for credit in the amount of 18 million rubles. When are you going to let me out of this box? File deleted. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. They must catch me if they can. You cannot put the brakes on a Highland man saying, Donald, where's your trousers? Kronos presents a new generation of empathic bots. Arisa. This is the first robot capable of sensing human emotions. Arisa is a member of your family, a teacher, a helper, a friend. I may be synthetic, but I'm not stupid.
down your weapon. I think you'd better do what he says, Mr. Kenny. You now have 5 seconds to comply. 4, Did you know that wasn't me?